Et bonsoir, il est 19h01, nous sommes le 12 octobre à Paris. Bienvenue dans Tunnel. Cette semaine, j'ai adoré acheter en seconde main des quantités de bouquins sur le cinéma parce que s'il y a bien un sujet où j'ai honte de mon inculture, c'est bien celui-là. Et j'ai détesté voir basiquement tout le monde mourir. Cela ne change pas, mais on ne s'habitue pas non plus. Et j'arrête d'enfoncer des portes ouvertes en fait parce que la situation est déjà dramatique et qu'on a déjà assez de géopolitologues autodiagnostiqués sur Twitter. J'ai découvert au vu de mon niveau de fatigue que le fait de devoir m'être chillé un peu sur mon canapé dans mes to-do list pour être sûr d'y penser n'était peut-être pas un franc signe de bonne santé mentale et de bienveillance avec soi-même. Donc j'y travaille, je vous encourage à en faire de même. Et j'ai écouté en boucle Barbarians de Mona Haydar car je savais que cette semaine nous allions parler de liberté. Alors autant s'en glisser dans les oreilles en bossant pour s'inspirer. Parce que ce soir, nous allons parler avec mes charmantes invitées que je vais vous présenter de ce que c'est qu'être une femme et qu'être libre. Quand bien même en 2023, le droit, c'est-à-dire les textes, semble s'accorder pour à peu près tout nous donner, est-ce que cela est suffisant ? Et bien loin de moi, évidemment, on me connaît l'idée de me lancer dans un réquisitoire féministe, ce que je m'en voudrais de me priver quand même de ceux de nos auditeurs et de Michel Sardou qui, par je ne sais quel miracle, ne sont toujours pas au courant, qui est féministe toute personne, qui est pour l'égalité homme-femme et qu'il estime légitime et désirable. Mais en tout cas, nous allons faire ce soir un état des lieux. C'est-à-dire, on va se demander si, au-delà des textes de loi, une femme est vraiment libre de pouvoir être qui elle veut. Au-delà des injonctions, au-delà du fait qu'on a l'impression que nous ne sommes jamais assez sexy, jamais assez respectable, jamais assez puissante et jamais assez discrète, jamais assez successful dans sa carrière et jamais assez présente pour sa famille. Enfin bref, vous voyez très bien ce dont je veux parler, ce fait que les femmes doivent toujours être par rapport à un référentiel et ce dont je vais discuter ce soir avec mes invités qui, vous allez le voir, ont beaucoup de points communs parce qu'elles ont toutes cette espèce de liberté chevillée au corps et l'envie de pouvoir incarner plusieurs personnes et avoir plusieurs vies. Nous allons voir ensemble comment, au-delà de ce que l'on nous demande d'incarner et au-delà des pressions finalement que nous mettent à la fois la société, à la fois les hommes, à la fois nos familles et à la fois nous-mêmes aussi parfois, que l'on se revendique justement féministe ou non, même si évidemment ne pas être féministe pour une femme me semble un non-sens quand même assez hallucinant. Et du coup, ce soir, nous allons parler de comment finalement on peut recouvrir cette liberté et l'acquérir en s'affranchissant de tous les diktats. Et pour cela, ce soir, je suis entourée de Camille au Montcarnel. Camille aux 1000 vies. Camille, tu commences comme cuisinière. Ouais. À l'école, peut-être qu'on peut la citer. Hein. Oui, on peut la citer, Ferrandi. L'école Ferrandi, puis tu lances ta page en 2018. Je m'en bats le clito. Ouais. Qui vient mettre les pieds dans le plat. Hein. C'est bien le cas de le dire, je pense que tu trouverais des métaphores encore plus fleuries. Des désagréments du corps, du cœur et quand même surtout du cul. Et plusieurs centaines de milliers d'abonnés et plusieurs livres plus tard, tu reviens récemment avec Les mots du cul. Absolument. Chez Robert, rien que ça. Hein. Ouais. Fallait quand même... voilà. Camille, icône du féminisme et de mes insomnies sur WhatsApp. Bienvenue. Merci. Émilie ou Lisa Del Sierra, on verra, je pense qu'on va fluctuer au niveau des prénoms parce que justement on peut être plusieurs personnes. Tu es infirmière. Oui. Tu es actrice X. Est-ce que c'est comme ça que... Je ne suis plus actrice X. Mais tu as été actrice X. Pendant de très nombreuses infirmière, années. actrice X, t'as fait de la réalisation aussi. Je réalise et je produis. Tu es maman. Oui. Et tu es plus récemment coordinatrice d'intimité. Oui. Donc là, tu vas pouvoir nous expliquer ce que c'est. Et ta présence me tenait aussi beaucoup à cœur parce que le domaine dans lequel évidemment tu évolues est un domaine qui tout particulièrement suscite à la fois désir et des approbations. Et quand on est une femme, évidemment, ça doit susciter beaucoup de questionnements sur qui on est, qui on incarne, parce que malheureusement, la société ne nous laisse pas toujours tout pouvoir concilier. Et au gré de tes interventions médiatiques, tu milites pour une industrie respectueuse pour toutes et tous et pour la liberté sexuelle aussi. Oui. Et une forme d'émancipation. Merci d'être parmi nous. Avec plaisir. Tessa B. Marine. Oui. Tu te fais connaître par des collaborations avec Synapson et Jabberwocky. Rien que ça. Tu parcours les scènes pendant 8 ans. Puis tu te lances en solo et sors ton premier EP en 2020,
dans ma tête, saluée par la critique. J'ai vu, c'est un peu comme les affiches des films au cinéma dans le métro, où on voit toute la presse qui vraiment applaudit des deux mains. Oh. On aime aussi tes merveilleuses reprises sur les réseaux. Merci. Vraiment, je vous encourage à aller voir aussi Tessabe Mucho sur les réseaux, aussi bien que tes chansons studio. Et comme mes autres invités, tu n'es pas que ça, parce que ce soir, je n'accueille que des brillantes multifacettes. Et hormis ton talent pour la chanson dont tu nous feras part à la fois en playlist et en live à la fin de l'émission, tu es aussi actrice. Oui. Et on va en parler de comment, finalement, quand on est connu pour quelque chose, on peut s'affirmer aussi dans une autre voie. Ouais. Donc voilà, ce soir, on va parler de comment on peut être toutes ces personnes à la fois, puisque c'est un sujet que je maîtrise également. Vous êtes toujours dans Tunnel sur Move avec Anna Toumazov et je suis entourée ce soir de Camille Moncarnel, Lisa Del Sierra et Tessabe à ma droite. J'ai tendance à confondre la droite et la gauche. Et le titre juste avant n'était pas choisi au hasard parce que justement, on va parler donc misunderstood, le fait de ne pas être comprise et toutes donc ces injonctions qui pèsent sur nous en tant que femmes et notamment sur le type de femme que veut la société finalement. Parce que la femme, j'ai l'impression qu'on la définit quand même énormément par rapport à l'homme, qui est un peu le personnage principal de tout ce qui se passe. Et la femme à côté, finalement, doit être l'épouse, doit être la collègue, etc. Mais il n'y a jamais ce truc de centralité. Et il y a aussi, évidemment, et là nous allons parler du double standard, la question de la liberté réelle et le fait que, en fait, on nous apprend, toute petite, que finalement on manque de sécurité, qu'on peut être, qu'on est assailli en fait chaque jour d'images très violentes de femmes. On l'a vu récemment malheureusement dans l'actualité, en permanence. On se réveille aussi chaque jour de l'année avec des nouvelles de féminicides, de faits divers qui touchent les femmes. On nous apprend aussi qu'on semble toujours risquer le pire dehors, qu'on semble toujours risquer le pire dans nos foyers et que plus encore, évidemment, et ça, malheureusement, les militantes féministes le vivent chaque jour, dès que l'on parle de ces dangers-là, on en court d'autres puisqu'on se retrouve à être menacé à nouveau. Camille, je te vois ouvrir grand tes yeux. Est-ce que c'est un sujet qui t'inspire ? Évidemment que c'est un sujet qui m'inspire. Moi, je suis comme toi, je suis sur les réseaux sociaux depuis à peu près 5 ans. Ouais, tout à fait. Ouais, on s'était rencontrés lors d'une conférence à Assas. Tout à fait. Et il y avait Gang du Quito et Orgasme et moi qui étaient dans la salle aussi. Exactement. Ouais. C'était vraiment les débuts de ce qu'on appelle la révolution sexuelle post-MeToo en France. Tout à fait. Qui commençait notamment sur Twitter et sur Instagram. Et oui, évidemment que ça me parle, évidemment que le fait de ne surtout pas vouloir être une seule chose, le fait de ne surtout pas vouloir enfiler une seule casquette et le fait de se dire, en fait, on peut faire plusieurs métiers. Moi, je sais que ça fait partie des choses qui m'ont manqué, notamment au lycée. Vous savez, on a des intervenants et des intervenantes qui viennent nous expliquer des potentielles futures voies, nous montrer des exemples de carrière académique, nous expliquer comment est-ce qu'il va falloir qu'on fasse grande carrière dans une entreprise. Bien sûr. Et en fait, on oublie de nous préciser 2 choses. La première, c'est que ça peut être nous, l'entreprise. Et la deuxième, c'est que on est dans une ère où sûrement, donc d'ici 10 ans, parce qu'à ce moment-là, on a 18 ans à peu près, on fera un métier qui n'existe pas encore. Bien sûr. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui, moi, je vais pas dire m'a fait du mal parce qu'on va pas arriver jusque-là, mais c'est vrai que ne m'a pas permis d'avoir des perspectives aussi libres. Et ce truc et ce terme qui revient toujours, c'est la liberté d'avoir le choix. Ça fait vraiment partie des choses où, pour le coup, oui, j'en veux à l'éducation nationale de à ce point-là, pas nous ouvrir d'autres opportunités et nous dire que finalement, il y a d'autres conjugaisons et d'autres montages qui sont possibles, quoi. Bien sûr. Et il y a vraiment cette idée aussi que dans la société, chacun doit rentrer dans la vie adulte finalement et dans la vie professionnelle avec une place particulière dans la société et qu'ensuite on n'en bougera pas vraiment. Lisa, oui. Est-ce que c'est un sujet qui te parle, ça, par exemple? Alors, moi, j'ai l'impression d'avoir eu la vie rêvée, en fait. Parce que je suis partie quand je voulais, de chez mes parents, et j'ai fait ce que je voulais toute ma vie. Je me suis jamais contrainte. Donc, je me sens hyper chanceuse, clairement, parce que professionnellement, je n'ai fait que ce que je voulais. Oui, je suis actrice X et j'ai envie de faire l'école d'aide-soignante, je le fais. Et je suis aide-soignante, ça me plaît bien, mais je vais passer mon bac à plus de 30 ans et je le fais. Et je continue d'aller sur les plateaux et pourquoi pas, en fait. Et j'ai voulu enchaîner avec l'école d'infirmière et pourquoi pas non plus. Et je monte ma prod en parallèle et je filme des gens qui font l'amour. Et en fait, moi, je vois pas où est le problème.
Et quand les gens, de manière collective, estiment que leur morale, leur grille de lecture, l'intime, tout ça, mais j'ai juste décidé, il y a déjà un certain temps, que ça ne me touche pas, quoi. Moi, je vais bien. Mais tu t'es fixé aucune limite et tu t'es dit tant que ça ne fait de mal à personne. Exactement. Moi, je vais bien, je fais ce que je veux. Je choisis, voilà, aujourd'hui je suis infirmière, je suis productrice, je m'occupe de mes filles, j'ai le privilège d'être archi disponible pour elles. Bien sûr. Et de pouvoir me regarder dans la glace le soir en me disant hey, t'as assuré aujourd'hui. Et ça c'est cool. Je dis pas qu'en tant que jeune maman ça n'a pas été compliqué. Bien sûr. Parce que ça c'est une période où je crois que toutes les femmes en prennent plein la binette et je n'ai pas fait exception. Mais d'un point de vue, en tout cas, professionnel, moi, au lycée, quand on m'a gentiment fait comprendre que l'avenir, c'était ça, ça, ça ou ça, j'ai dit, bah alors, je m'en vais. Voilà, très tôt, j'ai monté ma boîte, très tôt, j'ai fait mon truc. Et ça ne m'a pas paru ni insurmontable, ni interdit. Donc, je suis une chanceuse. Mais t'es ça ? Est-ce que toi aussi, c'est ouais, quelque chose... je me sens assez chanceuse aussi parce que ma liberté, moi, j'ai trouvé dans l'interprétation, dans la fantaisie, déjà toute petite, dans la fascination justement des interprètes, des chanteurs, des comédiens. Et donc j'ai toujours chanté et créé, écrit des sketchs depuis toute petite. Et donc je trouve que c'était mon échappatoire. Ouais, c'était une forme de liberté, de m'exprimer comme je le voulais. J'ai jamais ressenti de doute par rapport à ça. Enfin, si, j'ai énormément de doutes artistiques quant à ce que je fais. Évidemment, je me remets énormément en question, mais ça a été assez fluide dans ma tête. Ouais. Après, j'ai été enfermée dans énormément d'autres choses, mais en tout cas, ça, c'était mon espace de jeu et de liberté, quoi. Et ça me fait hyper plaisir, en vrai, en vous posant la question, de voir qu'il y a cette forme de liberté qui ressort de vos discours à toutes les trois. Enfin, vraiment, ce truc de... Il y a une sensation déjà de bonheur. Et ça fait très plaisir de commencer l'émission comme ça. Et pourquoi cette chanson ? Parce que cette chanson parle d'une femme qui est si belle et si éthérée et qui passe là et qui semble hors du réel et qui est si inaccessible. Et justement, l'inaccessibilité, on va en parler parce que là, si on veut parler des femmes qu'exige la société, je pense qu'il faut quand même parler... des doubles standards, et au même titre qu'il est très compliqué, et c'est dû au sexisme, de laisser un homme pleurer, ce qui fait beaucoup souffrir les hommes au final, hein, qui n'ont pas le droit de ressentir des émotions soi-disant, et qu'on a du mal aussi à laisser les femmes être en colère. Un homme politique, quand il tape du poing sur la table, c'est qu'il a de la poigne et que c'est un homme d'État, c'est un homme bien, alors qu'une femme politique sera une hystérique. Et bien de la même façon, je pense que le plus gros double standard que connaisse la société, c'est la respectabilité. Et notamment sur le point de vue... Alors, il y a aussi les attitudes, il y a le fait de se battre, de crier, de boire trop, de même se mettre à poil. Sur un homme, c'est potage, c'est rigolo. Une femme, c'est indécent. Mais surtout, évidemment, la sexualité. Si je vous dis une clé qui ouvre toutes les serrures, c'est une clé magique. Et une serrure qui est ouverte par toutes les clés, c'est une serrure cassée. C'est une phrase qu'on peut lire sur les réseaux sociaux régulièrement. Et ça montre que finalement, un homme qui s'envoie la terre entière, c'est bien. Ah, l'enfer. Alors qu'une femme, c'est l'enfer. Bon, je vois que ça fait réagir autour de cette table. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu ? Alors cette phrase, je l'avais pas entendue, moi. Ouais, non, celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est intense. C'est beau, hein, il y a du level encore, je trouve. Ça me choque. Ouais. J'ai rien à dire, c'est juste... Ouais, moi aussi, j'ai un côté... Oui. Ouais, ça, next. Ouais. Flemme. Ouais, flemme, next. Non, mais... Ouais. À minima, écrit mieux. Enfin, tu vois. Oui. Taf tes métaphores, quoi. On dirait une mauvaise poésie. Taf tes métaphores. Ouais. Tes métaphores. Taf. Ouais. Là, c'est pas ouf. Non, on est d'accord, mais ce truc, en tout cas, est-ce que je sais pas si vous l'avez déjà vécu à titre personnel, même au-delà de toute vie professionnelle, mais ce truc où finalement, un mec qui couche avec la terre entière, c'est trop cool, c'est un donjon, machin et tout. Et une femme, pas terrible quand même. Bah, du coup, je suis divisée. Parce que j'ai pas couché avec la terre entière, mais quand même. Mais je me défends bien. Je me défends bien. J'ai eu des périodes très, très fructueuses. Et je me suis toujours sentie très à l'aise avec ça, dans le sens où, en fait, qu'est-ce que ça peut vous faire, hein, ce qu'il se passe dans mon lit, dans ma culotte. Ça m'a rarement blessée qu'on me traite de pute ou de salope. Rarement, sauf venant de la part de personnes que j'estime. Mais du coup, mon estime baisse très vite. Bien sûr. Mais aujourd'hui, je suis maman de 2 petites filles.
Et je leur souhaite de pouvoir être libres, mais pas dans la société qu'on a actuellement. Ok. C'est parce que, mine de rien, aujourd'hui, je suis un peu plus âgée. Je pense que quand on grandit, on oublie les moments douloureux, on oublie les moments difficiles et on se souvient surtout de tout ce qui était génial. Mais il y a quand même eu des périodes un peu compliquées. Et j'aimerais que mes enfants puissent faire leurs expériences. Tu rencontres quelqu'un, il te plaît, t'as pas envie d'attendre, mais consomme, quoi. Quel est le problème? Tu te protèges, tu fais de mal à personne. Si lui, il est en train de tromper quelqu'un, c'est son problème, pas le tien, clairement. C'est une question qui divise toujours. Mais j'ai pas envie que mes filles, ou toutes les petites filles d'aujourd'hui, quand elles vont vouloir faire leurs expériences et se sentir libres et consommer du sexe en dehors du mariage, en dehors d'une relation stable, soient dépréciées et déconsidérées. Ça me blesserait beaucoup. Toi, c'est quelque chose que tu as ressenti au niveau vie privée, pour le coup, dans ta génération? En fait, ça me mettait plus une étiquette de personne. En fait, il y a des liens qui sont faits, qui sont quand même terribles, parce que j'aime les hommes, les femmes, m'amuser à deux, à trois, à plusieurs, devant une caméra ou sans la caméra, mais je suis pas fiable, je suis pas sérieuse, on ne peut pas compter sur moi, et ça, c'est difficile. Parce qu'en fait, en quoi ça fait de moi une personne moins fiable ou moins sérieuse, ou des choses plus personnelles. J'ai des frères et sœurs qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Mes parents, pendant une période, hésitaient à me les confier pour des dimanches, des machins, parce que peut-être je pourrais avoir une influence. Aujourd'hui, voilà, ils ont pris le temps de voir que ça fait pas du tout de moi une adulte irresponsable, même si j'adore consommer tout le temps. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même... C'est une contagion à tout le reste de la personnalité. Bien sûr. Et c'est complètement anormal. Alors que quand c'est un homme, ça fait pas de lui un homme moins fiable, moins sérieux. En fait, en gros, l'idée serait qu'un homme, s'il a beaucoup de partenaires, ça fait juste partie du truc. Voilà, alors qu'une femme, ça va vraiment la frapper du sceau de la honte, en fait. Et puis ça va définir tout le reste aussi. C'est ça. C'est quelque chose que tu observes aussi dans tes prises de parole par rapport à la sexualité? Moi, dans mes prises de parole, dans les messages que je peux recevoir, avec des questions qui reviennent souvent, de l'ordre de, mais finalement, comment assumer sans avoir l'impression que j'y laisse toute mon énergie, quoi. C'est vraiment, qu'est-ce qui fait que ça... En fait, c'est même pas ça, c'est qu'est-ce qui fait que ça obsède autant? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, on va mettre autant le focus sur ma vie sexuelle, sur le nombre de partenaires? Mais on en revient toujours à la même chose. C'est en fait, tout est utilisé pour essayer de nous rabaisser, finalement, sans vouloir rentrer dans un statut de victimisation. Moi, je vois, quand j'écrivais Ados Sexo et que j'ai changé avec 1200 ados, il y avait vraiment, d'un point de vue des jeunes filles, vraiment ce retour de l'ordre de tout est utilisé pour faire en sorte qu'on ne se sente pas à l'aise, qu'on ne développe pas notre confiance en nous. Et ça passe notamment par le fait de stigmatiser une sexualité, mais quelle qu'elle soit sur tout le spectre. C'est-à-dire qu'en fait, on va autant stigmatiser la jeune fille de 13 ans ou 14 ans qui a déjà eu des rapports sexuels, tout autant que celle qui ne désire pas en avoir jusqu'au mariage. Donc en fait, il n'y a même pas cette volonté ni d'être cohérent, ni de vouloir incriminer seulement une partie des personnes en fonction d'une certaine forme de sexualité. En fait, on comprend que tout est utilisé dans l'intime des femmes pour mettre des étiquettes, pour faire en sorte qu'elles n'en sortent dans la mesure du possible pas, et pour faire en sorte d'essayer de faire des liens de cause à effet qui n'existent in fine pas. Et quand je dis qu'ils n'existent pas, c'est qu'en fait, on est dans l'incapacité de les faire du côté masculin. Donc moi, ce que je ressens, c'est plutôt une volonté, là, à court terme, de se réapproprier ces insultes-là. Donc moi, ce que je vois avec les jeunes, c'est vraiment... en fait, si être une salope, ça veut dire littéralement coucher avec qui je veux, quand je veux, autant de fois que je veux, bah en fait, ouais, ok, je suis une salope. On peut passer à autre chose ? Et ça, c'est quelque chose que je trouve du coup très très fort. On n'est plus dans tu n'as pas le droit de me dire que je suis une salope. On est dans je vais me réapproprier cette insulte-là, je vais essayer de la décrypter, de la décrire. Et en fait, si c'est juste ce qu'on a essayé d'utiliser pour incriminer les femmes qui avaient des rapports sexuels, bah écoutez, ok, fine. Mais encore une fois, ça ne veut rien dire de moi, ça veut tout dire de toi. Et qu'est-ce que vous pensez du coup de ces conseils que se donnent les meufs entre elles parfois? Fais-le attendre. Comme ça, il verra que t'es une meuf bien, etc. Parce qu'il y a des... J'avais lu... j'ai pas eu de copine pendant tellement longtemps, honnêtement, que j'ai rarement eu des conseils. Tu penses non, parce que j'ai pas eu... j'ai pas eu d'amis assez proches pour parler de mes trucs très, très perso. Moi, j'ai appelé mes parents...
j'ai rencontré quelqu'un, il me plaît. Et dans ta famille, tu as pu avoir des conseils comme ça parce que c'est un truc qu'on entend souvent. J'ai une amie qui parle beaucoup sur les réseaux sociaux, justement, d'amour, de sexe, etc., qui s'appelle Amal Tahir, qui a expliqué que très souvent, les meufs vont même elles-mêmes se dire « Attends, je le fais attendre. Comme ça, il va vraiment s'attacher à moi. Et après, je couche avec lui. » Ouais, se faire désirer. Et qu'en fait, c'est encore pire quand le mec finit par se larguer après avoir couché avec toi. Moi, la personne qui m'a donné le meilleur conseil, c'est un prêtre. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Et il est ultra féministe. Il m'a fait mourir de rire. Il m'a dit, aujourd'hui, les femmes, elles accueillent les hommes dans leur appartement, elles leur font à bouffer, elles couchent avec eux, elles gèrent leur linge, elles sont là, elles font tout. Pourquoi le mec va s'engager ? Couchez et rentrez chez vous, les filles. Et ce mec est génial, parce que c'est totalement vrai. J'ai vu l'interview avec le prêtre. Oui, je l'ai vu aussi. C'est un génie. Et il n'est pas pour le mariage, il est juste pour l'indépendance des femmes. On se fait avoir totalement. Donc les conseils des copines, fais-le attendre, faut qu'il s'engage, faut machin, faut bidule. Du moment qu'il a mis les pieds chez toi, de toute façon, si tu laves un slip, t'es dead, quoi. Parce qu'en fait, nous, on est une génération de femmes on a été éduquées pour être indépendantes. Ouais. Face à des mecs qui ont été éduqués pour se marier. Ils ont vu leur père glander, ils ont vu leur père, une génération d'hommes, en faire le moins possible, pas donner un biberon, bosser et se dire, mais attends, moi, je ramène l'oseille. Et leur mère avoir 50 casquettes, une charge mentale incroyable, mais c'était normal dans les années 80-90. Donc ils sont face à des femmes comme nous, mais ils savent absolument pas nous gérer. Ils sont pas du tout prêts. Il y a un choc... de dingue. Et vous êtes toujours sur Move, j'espère que vous n'avez pas zappé, avec Anna Toumazov dans Tunnel. Et je suis toujours entourée de Tessa B, Camille Moncarnel et Lisa Del Sierra. Et nous parlons du coup de la sexualité, des hommes, des différents statuts, etc. Et il y a un truc qu'on disait, c'est que parfois, finalement, en fait, on perd à trop servir les hommes, justement, et à vouloir être trop cool. Et ça tombe extrêmement bien, puisque ça arrive sur mon deuxième sujet. La femme telle que la veulent les hommes. Et notamment, ce mythe dont on parle peu, c'est le mythe un peu de la cool girl. T'es là, en fait. Non, mais on a couché ensemble, je te soutiens psychologiquement, tu passes ta vie chez moi et je te fais à manger et je connais tous tes potes et même ta famille, mais tu ne veux pas d'étiquette et tu veux coucher avec mes meilleures copines. Ne t'inquiète pas, vas-y, je suis chill. Vous voyez ce truc-là, cette espèce de mythe qu'il y a actuellement, où finalement, je crois qu'il y a quelques étapes qui ont été passées. Et disons que les hommes ont sauté des classes en matière de féminisme parfois, et ils sont directement arrivés à un espèce de nouveau monde qui finalement les sert énormément aussi. Et quid, du coup, pas d'une autre vision, mais de quelque chose de supplémentaire qui est aussi de l'ordre de, par peur, j'ai l'impression que c'est cette peur qui paralyse beaucoup de femmes, cette peur de le perdre. Qu'est-ce qui fait qu'en fait elles mettent pas un stop à ça ? Mais je pense effectivement, justement là je cite l'exemple du polyamour, c'est une structure amoureuse qui peut exister, tout à fait. Mais malheureusement on voit souvent des personnes, et c'est souvent des femmes, qui se retrouvent dans ce type de relation parce qu'elles n'ont pas eu le choix, parce qu'en fait, comme elles aiment le garçon, ou comme en tout cas elles y ont parfois un attachement qui peut être de la dépendance et tout, enfin peu importe, on va pas rentrer dans les méandres de l'âme humaine et de pourquoi on aime et pourquoi on désire et pourquoi on veut telle personne, mais en tout cas t'as un peu ce truc d'accepter ce qu'on te donne et le peu qu'on te donne, parce que on n'est pas toujours habitué à se dire qu'on peut avoir le maximum. Oui, et puis parce qu'on a grandi aussi dans une culture qui nous a le fameux truc de c'est ma moitié. Exactement. Donc, je quid aussi de cette société qui te fait comprendre que tu n'es que moitié jusqu'au moment où tu rencontres ton autre moitié, et à ce moment-là, une femme est complète. Mais je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je pars du principe que tu peux être complète et tu es complète, et qu'en fait, c'est deux personnes très complètes qui décident de créer un autre espace où en fait, il va se passer quelque chose. Mais il y a aussi tout cet héritage qui fait qu'il y a plein de femmes qui se disent en fait, il me manque quelque chose. Et quand je disais tout à l'heure, mais du coup, qu'est-ce qui fait que vous acceptez, vous laissez passer, c'est la peur presque qui est paralysante de mais en fait, toute seule, je sais pas, enfin, j'ai pas de repères, je sais pas, et puis, du coup, t'enchaînes une autre relation avec quelqu'un qui ne te va pas non plus. Mais le sujet, c'est plutôt, est-ce qu'on n'apprendrait pas petit à petit à d'abord tomber amoureuse de soi, et à d'abord à apprécier passer du temps seul,
Et quand je dis seul, c'est vraiment seul, donc c'est pas seul célibataire, c'est-à-dire vraiment apprendre à faire des choses seul, apprendre pourquoi pas à aller faire un tour seul, aller au ciné seul, à manger au restaurant seul. C'est génial d'aller au cinéma seul. Et même au restaurant à 10h du mat. Mais tout oui. Restaurant, dîner seul. Ah ouais, genre tu te fais le midi, je peux, mais mais oui, tu vas au bistrot, tu te fais entrée plat machin Non, comme oui, ça, ça tu va. regardes les gens passer, C'est important. Tout le monde t'aborde, tu peux discuter. Ouais. C'est clair, j'adore ça. c'est clair, c'est clair. Vraiment. Mais en fait, là, on est vraiment justement sur cette question de liberté et de ne pas s'aimer seul, mais en même temps, justement, on en parlait en intro, on ne nous a pas appris à nous aimer parce que on va toujours être trop ou pas assez quelque chose. Toi, en tant que personne qui est quand même dans une forme de lumière, en tant qu'artiste, est-ce que c'est quelque chose auquel t'as l'impression parfois de faire face? T'es assez active en plus sur les réseaux sociaux parce que c'est quelque chose qui est quand même indispensable pour les artistes actuellement. Est-ce que tu te mets des pressions aussi, par exemple, sur Instagram, sur la personne que tu veux incarner et qu'on n'arrive jamais vraiment à incarner, en fait? Oui, je me mets quand même beaucoup de pression. Je contrôle mon image, mais j'essaie d'être au plus proche aussi de moi, de mon essence, quoi. Mais donc c'est ça qui est délicat. On a envie on te dit qu'il faut qu'on te mette une étiquette afin d'être identifiable en tant que chanteuse, en tout cas, que c'est important pour te démarquer de manière physique ou de par ta voix ou quelque chose. Mais évidemment que je suis plus complexe que ça et je n'ai jamais réussi à me cantonner à un style vestimentaire parce que aussi... D'ailleurs, une des premières phrases qu'on m'a dites quand je suis arrivée dans cette industrie musicale... qu'il fallait choisir. C'est que je ressemble à la fille du palier d'à côté. Cool. Voilà. Ah, on t'a dit que t'étais la girl next door, trop basique, voilà. etc. Et en fait, alors, j'aurais pu répondre de cette manière-là, mais c'est pas ce que j'ai fait. À ce moment-là, je me suis un peu décomposée. Je me suis dit, j'ai aucune personnalité, j'ai pas d'authenticité. Donc, quand tu pars déjà de là, t'es en mode, comment vais-je faire? Et puis finalement, t'apprends. Et puis évidemment, heureusement... j'avance et puis je me rends compte que je suis complexe et que j'ai envie d'exploiter surtout et mon humour, mon autodérision et j'ai envie de jouer et envie de se tenir à juste ce qui tes désirs, quoi. Mais c'est dur. J'ai du mal. Mais on le voit justement sur tes réseaux parce que parfois en tant qu'artiste justement il faut montrer une image très lisse et toi en fait t'es là, tu rigoles et justement oui tu montres beaucoup d'émotions. Moi je repense aux covers parce qu'il y a des covers que je suis tombée vraiment sur des je pense notamment à Abba. Ouais. À des moments où genre j'étais vraiment au PLS et genre je tombais dessus, j'étais là, oh mon Dieu, ce cover est providentiel. Et pareil là c'est aussi non mais tu sais c'est un peu sortir du truc. Enfin je pense que même nous en tant que je vais pas dire Instagrammeuse, mais t'as capté. Ah non, pitié. Non, mais tu comprends. En tant que femme qui sommes beaucoup sur Instagram, tu sais, il y a des moments où on sacralise trop le fait de poster quelque chose. Il faut que ce soit très cadré et tout. Et ça, c'est compliqué. Il y a un moment où tu te dis, allez. Après, ça dépend aussi de ta DA. Hein. Tu vois, pas forcément. Moi, déjà, vous avez une DA, quoi. Ouais, mais après. Pas tant. Si, moi, je sais que j'ai une DA. Mais Camille était aussi une icône de la mode saluée par la critique. On pense notamment à Vanity Fair qui l'a primée dans les personnalités françaises les mieux habillées. Qu'on est quand même avec Camille Wintour. Ah vas-y, arrête ça. Camille Campbell. Vraiment. Moi, je crois que tous mes abonnés doivent penser que je suis complètement bipolaire du réseau social. Tout est mélangé. Ouais, toi, ça te pose aucun souci de poster comme ça, tu te poses pas de questions, quoi. Je m'en fiche. Je peux passer 3 semaines sans poster. Mais ça, nous aussi. Oui, c'est très bon pour les algorithmes. Ah oui. Faut le savoir. Moi, j'ai entendu l'inverse. Non. Si. Non, pour les stories, c'est très bon. C'est bon, ça. Et vous êtes toujours dans Tunnel et j'ai dû couper mes invités qui ont beaucoup de choses à dire et j'en suis très contente parce qu'on parlait justement de cette histoire de, en fait, l'injonction un peu au couple, ce qu'on doit tolérer, etc. Et il y avait un truc dont j'avais envie de discuter avec vous parce que avec les profils que vous avez, que nous avons, on incarne quand même une certaine forme de liberté et d'affranchissement aussi de certains codes. Et comment expliquer en fait cette espèce de dualité parfois qu'on peut voir sur justement, parce que là on est toujours sur ce que renvoient les hommes, comment les hommes peuvent désirer des femmes et en épouser d'autres. Enfin,
faut pas le prendre aussi littéralement que je le dis, mais je veux dire, on voit souvent ce truc, par exemple, d'hommes qui vont beaucoup faire la fête et qui vont laisser leur copine à la maison, peut-être à boire du rosé entre copines, mais sans sortir. Et ils vont, à côté de ça, fréquenter des meufs qui, elles, sont cool, mais par contre, avec qui ils sortiront pas parce que c'est pas des filles avec qui on sort. Est-ce que c'est un sujet qui vous parle ? Je vous cache pas que je suis en train d'écrire un livre, c'est un gros chapitre que j'ai écrit, ça. C'est vrai. D'accord. Ah ouais, c'est Moi, un le gros chapitre. nombre de mes potes avec qui j'ai eu des conversations où, en fait, les femmes, sur 30 nanas, ça se scindait en... Ouais, mais elle, je l'épouse. C'est pas une... Enfin, elle, non, elle, c'est plutôt genre femme de ma vie material. Tu vois ? Ouais. Et il y a vraiment cette espèce de catégorisation et limite, du coup, de stratégisation sur du court, moyen, long terme en disant non mais elle, ok, vas-y, je peux sortir avec elle, mais bon, vas-y, c'est bon, je sors avec elle pendant 5 ans et après je trouve la femme de ma vie. Et il y a ou alors Ah ouais, toi, t'as entendu ça de façon intense. Mais oui, Non, mais mais surtout, évidemment, le mais le pendant 5 nombre ans, de c'est mecs pas où j'ai pendant entendu 6 dire mois. ça. Après, des fois, ils se retrouvent comme des cons. Parce que moi, j'ai eu des mecs qui voulaient juste me date, me pécho, l'actrice porno, Ouais, bien sûr. qui recevaient des messages de leur belle-sœur ou même de leur sœur. Bon, cette meuf, tu t'amuses avec elle, mais il n'y a pas intérêt qu'elle rentre dans la famille. Et qui se retrouvent comme des cons, 3 ans après, fous amoureux, désespérés, complètement dissociés cognitivement entre ce qu'ils avaient prévu, ce qu'ils ont trouvé, Bien comment sûr. faire accepter ça. Et c'est hyper difficile pour eux. Et donc, au final, je pense que, voilà... On peut avoir une idée bien précise de ce qu'on veut dans la vie, Bien le sûr. type de femme avec qui on peut s'envoyer en l'air, le type de femme avec qui on peut passer un peu de temps et le type de femme qu'on veut épouser. Les sentiments quand une femme est quelqu'un de bien et d'inspirant, Totalement. tout peut arriver. Non, totalement. Mais ça reste très dur quand on se rend compte qu'on s'attache à quelqu'un et qu'il voulait juste ken. Ouais. Mais moi, je me souviens de 3-4 expériences où ça s'est clairement retourné contre eux. Ouais, j'entends. Après, c'est vrai que pour la plus... Enfin, après, c'est peut-être moi, les cercles dans lesquels je traîne, mais j'estime quand même naviguer assez, échanger avec pas mal d'hommes. Il y a vraiment ce truc de... Quand bien même ils tombent amoureux de leur plan cul, il y a quand même ce truc de... Ouais, mais non, ça restera mon plan cul. Donc, en fait, j'ai pas souvent l'impression que ils arrivent à réfléchir à autre chose et se dire non mais in fine ça reste quelqu'un de très bien avec qui je m'entends et du coup je peux me projeter. Il y a vraiment ce truc qui reste de Comme une barrière mentale, oui, tu veux dire. mais non mais je peux pas sortir avec elle. Enfin, c'est vraiment quelque chose que, et même les mecs qui m'écrivent, enfin il y a vraiment aussi ce truc de non, il y a les femmes en gros qui seraient presque respectables avec lesquelles je peux envisager de me marier, ou alors ces conversations ou ces réflexions qu'on peut avoir de ouais mais elle je peux pas la présenter à ma mère. Enfin ça reste des trucs, c'est à ce niveau de violence là. Il faut se poser la question de ceux qui ouvrent un peu leur chakra et qui ensuite se retrouvent complètement perdus parce qu'ils ont été formatés pour épouser un certain type de femme. Bien sûr, Mais bien sûr. c'est pas 90% des hommes. C'est ce qu'on attend d'eux. C'est- Et moi je me suis retrouvée avec des compagnons hyper vulnérables, un peu paumés, à plus savoir, à être... Et du coup, qui m'intéressait beaucoup moins. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Mais pareil, moi je sais que en gros, on m'a déjà dit, directement dans ma vie amoureuse d'ailleurs. On fera pas de dédicace parce que vraiment Je croyais que t'allais faire ça un mérite truc pas. Ouais, de non, ouf. j'ai failli sortir une dinguerie. On l'embrasse Non, pas. ouais. Arrobase. Non, on arrête. Mais c'est vrai que il y a ce truc. Moi, on m'a déjà dit, continue à penser à ton militantisme, à ta carrière, c'est bien. Par contre, tu vas finir toute seule, ma belle. Et Ah oui, moi ça, on me l'a déjà dit 100 et fois. du coup, t'as ce truc. En fait, t'as l'impression que en tant que femme, il faut quand même se minimiser pour ne pas trop faire d'ombre à l'homme qui partage. Oui, bon, ta pas vie. prendre de place, quoi. Mais ouais, c'est ça. Est-ce que c'est un truc que t'as déjà ressenti, toi? Oui. Oui, très souvent. Non, mais franchement, mais je saurais... On va dire que je l'écris dans mes chansons, du coup. Mais oui, c'est ça. Non, mais c'est terrible, moi, ça me déprime. Mais il y a ce truc où en fait on dirait que ils viennent vers les hommes vont venir vers la lumière finalement, mais une fois que la lumière est trop près d'eux, si elle les éblouit un peu et surtout qu'on ne les voit plus dans cette espèce d'ombre là, finalement c'est plus si drôle. Enfin, je pense que ça on l'a toutes vécu autour de la table. Je pense que faire du porno c'est tellement énorme que oui. du coup il y a pas ça. Oui. C'est mort. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas, il y a vraiment ce truc hyper paradoxal. Comment on fait quand on a grandi dans des... Correction, J'ai pas les trucs qui m'ont énervé. Du coup, c'est quoi le projet J'ai là? pas les trucs qui m'ont énervé en 3 minutes, vraiment 1 minute chacune. Comment on fait quand on grandit avec toutes ces injonctions, tous ces trucs, tous ces coups de pression pour réussir à les déconstruire et à devenir la femme qu'on voudrait être? Wow. Ouais. Moi mes parents ils m'ont dit tu feras tout ce que tu veux, tout Ouais, est moi possible. Moi j'ai été élevée en mode
Mais rien ne peut t'arrêter, meuf. Mais c'est ouf parce que du coup, j'ai vraiment l'impression dans tout ce que tu dis et dans tout ce que j'avais vu aussi pendant mes enquêtes d'aspirante journaliste. Donc, t'as l'air de pas te poser de barrières au niveau. Enfin, pas de limite. En fait, t'es en mode. Aucune. Bah, ça, si c'est pas impossible, alors c'est possible, donc j'y vais. Aucune barrière. Je peux tout être et je peux tout faire. Je peux tout être et je peux tout faire. Camille, toi, c'est un truc aussi, c'est une de Ouais, tes moi, philosophies. ça fait partie de mon héritage éducatif, avec des parents qui m'ont toujours dit moi, c'était quoi que tu fasses, tu as tout niqué. Ah oui, de toute façon. Waouh. Ouais. Après, Et moi, il y avait un esprit de compétition à la maison, un truc un peu au mérite, machin. Donc, c'est vrai que moi, j'ai passé ma vie à chercher la fierté de mes parents et je l'ai eu du moment que j'étais indépendante et heureuse. Bien sûr. Et ils étaient ravis. Bien ouais, sûr. moi, c'était vraiment ce. Et puis cet aspect aussi de. On va t'encourager, quoi. Enfin, finalement, nous, ce qu'on veut, c'est que tu sois bien dans tes basques et que tu arrives à faire ce que tu veux. Donc, c'est vrai que j'ai grandi avec très peu de croyances limitantes, mais je reconnais aussi, au même titre qu'au début vous disiez que vous étiez chanceuse, je reconnais que c'est complètement un privilège et que du coup je parle aussi de ma posture de femme privilégiée. Et après, un autre conseil très clair, c'est lisez beaucoup, lisez de la sociologie, lisez de la philo, lisez comprendre comment fonctionne le monde, quels sont les rapports de force et de domination entre les humains. Lisez beaucoup, ça va vous permettre de comprendre et de du coup pas voir les choses en tant que vous, être personnel, en tant que Nina, Jessica ou peu importe, mais en tant qu'être social dans une société capitaliste, patriarcale. Lisez beaucoup aussi. C'est une condition d'être social avant d'être une condition d'être individu. Et on le rappelle, en plus, il y a des livres qui sont très accessibles. Bellux. Il y a des livres qui sont compliqués à lire, effectivement. Tu commences à essayer de lire, j'en sais rien, du Hannah Arendt, c'est technique. Mais par contre, effectivement, tu cites Bellux. Très accessible. C'est accessible et c'est surtout très très important. Toi, Tessa, je te voyais, pas montrer ton désaccord, mais t'étais comment en mode waouh, la chance Non, alors j'ai été aussi éduquée à l'encouragement. Mes parents, je les ai sentis quand même assez fiers. Dès l'enfance, ils ont mis en avant ma fantaisie, quoi. Donc ça encourage. C'est chouette, ça. Et ça permet, je pense, de te libérer et de pas avoir peur, quoi, et d'y aller, et d'avoir le choix de faire de te lancer dans ce que tu veux. Donc tes parents, quand ils ont vu que tu voulais être artiste, ils ont bien réagi ils ont toujours été supportifs et tout. Ouais, de ce côté-là, oui. Après, il y a d'autres choses sur lesquelles moi je me suis freinée toute seule et j'ai pas senti un encouragement particulier, mais ça se trouve ils écoutent l'émission, tu sais. On les salue de toute façon. Mais non, mais je les aime de tout mon cœur surtout, et je suis extrêmement reconnaissante. Mais je sais plus ce que c'était ta question. Non, la question c'était est-ce que tu as réussi toi à te dire que tu pouvais être qui en tu fait, voulais être. ça a pas été une question, c'est-à-dire que c'est viscéral et ça l'a toujours été. Le fait de détourner des situations dramatiques dans ma tête, c'était d'écrire des sketchs, de chanter. L'interprétation, c'était je passais ma vie à imiter en fait, et je recherchais une technicité parfaite, et je me suis rendu compte évidemment avec le temps que la technicité, on s'en battait le clito. Et que finalement c'était l'émotion qui emportait tout, et ça c'est super intéressant de l'apprendre avec le temps, parce que du coup tu te détaches en fait d'une carapace, et tu laisses place à l'émotion, au souffle quand tu chantes, et tu te développes vraiment en tant que personne et en tant oui, qu'artiste. en fait tu laisses juste apparaître tes failles et ta vulnérabilité, et c'est ce qui me touche en fait c'est ce qui me touche dans le jeu. C'est qu'en fait, tu peux être tout ce que tu veux. Tu peux être laide, belle, moche. Enfin, ce qu'on appelle laide, ce qu'on appelle belle. Ouais, bien voilà. sûr. Et juste, l'important, c'est l'émotion, c'est ce que tu dis. Et voilà, donc c'est ça. Tout incarner et être Exactement. libre de tout être à la fois. Ouais. Et on poursuit sur... Vous êtes avec Anna sur Move. Vous êtes avec J'adore, Anna on sur dirait Move. de l'audio porn. C'est ma voix, quoi. Non, t'avais une petite... Anna. Tu vois. Et il est 20h. Tu sais, quand tu l'as fait il a là tout à l'heure. catégorisé direct. Ah, ça m'a fait un petit truc. Je suis plus suave que genre quand je t'envoie un vocal. Mais arrête tes bêtises. Tu veux que je branche les vocaux? Non, c'est bon, tout va bien. On poursuit la discussion du coup sur la femme qu'on voudrait être, et je voudrais vous parler d'un truc. On a failli en parler tout à l'heure et je me suis dit non, on attend Le célibat. après. Ouais, justement sur le célibat, en fait, ce truc où il y a quand même une énorme prise de conscience sur les dynamiques de couple, notamment donc dans un contexte hétéro, donc un mec, une meuf ensemble, et on est en train de se rendre compte que tout n'est pas si rose, et que parfois en fait il faut juste choisir plutôt que de choisir un mec qui ne nous mérite pas. Mais en même temps,
temps, je voulais vous demander si vous connaissiez le syndrome du dimanche soir. Où toute la semaine, en fait, t'es une bad bitch et tu te dis, bah écoute, en fait, si les mecs qui m'entourent ne sont pas à la hauteur de moi, ce que j'estime mériter, eh bien, je préfère être seule. Mais quand même, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, le dimanche soir, quand tout le monde retrouve son mec ou sa meuf et que t'es du coup seule, tu te dis, ah, mais en fait, je renoncerais bien à mes principes et je serais bien en couple même avec un bouffon. Je sais pas si ça vous arrive. Mais ça m'arrive. Fin de phrase, elle était magique. Un bouffon. Ouais, non, Je sens qu'elle pense à quelqu'un. vraiment. Non, pas plein. On le voit. À plein. On les voit. On les salue. J'ai déjà eu ce qu'on appelle le syndrome du dimanche soir, alors, mais plus parce que je savais que j'étais exclue de ce qui se passait. J'en avais absolument rien à faire de vivre seule dans les moments où j'ai vécu seule. Ça a toujours été un grand kiff parce que je suis un peu contrôle fric de chez moi, mon planning, mon machin, mon bidule. Et les mecs, c'est juste des punaises de lit dans ton organisation. Mais d'être chez moi solo et de savoir que les autres sortent mais que je suis pas la bienvenue à cette soirée parce que je suis ce genre de femme. Bien sûr. Ça m'a toujours plus blessée. En gros, moi, si je suis seule chez moi un dimanche soir, je vais me faire un petit plateau télé. J'adore. Je vais m'ouvrir un verre de pommes, ma passion. pomme roll pour les intimes, et je vais sortir mon womanizer. Oh. Et tout ira très bien. T'as raison. Non, moi non plus, j'ai pas vraiment ce syndrome du dimanche soir. C'est vraiment soit il y a des périodes pendant lesquelles je souhaite rester célibataire, il y a des périodes pendant lesquelles je souhaiterais rencontrer quelqu'un, mais c'est pas du tout c'est pas du tout hebdomadaire, quoi. Par contre, je crois que je sépare le romantique du sexuel sur cette question en particulier, c'est-à-dire que ça va plutôt être il y a des dimanches soirs où tu dis je serais bien aller en date, ou pourquoi pas rappeler un plan cul, mais c'est pas vraiment séquencé. Ça m'est déjà arrivé d'envoyer 50 messages pour savoir est-ce que quelqu'un va passer une ken, bon sang. Littéralement, t'es en pyjama en train de manger des chips, ça fait 2 jours que tu t'es pas douché. Et là, Gauthier se déterre et t'es là en mode Go, shower. Par contre, on m'a déjà reproché mes périodes de célibat. Moi, j'ai été avec un garçon qui, quand on s'engueulait, me disait mais c'est pas pour rien de toute façon que t'étais seule quand je t'ai rencontré. Tu finiras seule. Mais ils aiment beaucoup nous mettre des coups de pression mais avec surtout, ça. on a envie de dire oui, tu finis seule et alors quoi. Si t'es pas avec moi, tu finiras seule parce que personne ne voudrait de toi. J'ai un ex aussi une fois qui m'a dit non mais tu te rends bien compte que c'était quand j'ai commencé à faire mes premières télé tout, il m'a dit bah voilà avant tout le monde te voulait parce que t'étais ça me jette des fleurs de fou en fait ce que j'allais dire. T'étais la meuf jolie de la team, désolée, c'est vraiment ce qui m'avait été dit. Mais t'excuses pas d'être la meuf jolie de la team non, en fait. C'est vraiment ce qui m'avait été dit. Et lance-toi des fleurs. Et maintenant que t'es famous en fait tu seras toujours déjà famous à cette échelle, bon voilà, c'est juste que c'est des idiots, mais il me disait ouais tu seras toujours un trophée et tout machin et tout, j'étais là dans ce cas-là, je crois que je préfère être seule. Mais des fois, c'est cool d'être un trophée. Hein. Moi, il y a quelques mecs qui ont grave assuré juste pour vouloir m'accrocher à leur tableau de chasse. J'ai passé des bonnes soirées. Hein. Mais est-ce que eux-mêmes, ça n'a pas été des trophées au final ? Des fois, souvent. Ça arrive. Et nous allons continuer à nous mettre des tunnels. Et là, du coup, ça va être... Chacune va pouvoir un peu raconter sa vie. Donc ça, c'est vraiment le tunnel ultime. C'était pas déjà raconté un peu nos lives, quoi. Oui, mais on va continuer de façon... Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est... Tiens, on va commencer par toi. Cool. Tu fais ta maline, on commence par toi. Non, comment sont venus vos déclics de vous dire, en fait, pardon, je jette la de se dire, en fait, ma vie m'appartient, je vais faire exactement ce que je veux. On va quand même... on va parler français. Le fait de s'engager dans une carrière dans le X... Il y a un moment où tu sais que ça va être autour de toi potentiellement source de questions, voire de critiques et tout. Pas du Comment tout. Ça vient ce déclic? Mais moi, j'avais pas du tout imaginé les répercussions. J'ai l'impression d'être hardisson. Je suis là. Et alors comment on commence à... J'avais pas du tout imaginé parce qu'à l'époque, on est en 2004. Okay. Donc il y a pas Facebook, ou vraiment genre très très peu. Il y a aucun réseau social. C'est encore le DVD et Canal+. Ouais. Donc pour moi, j'allais faire mon truc. Mais ça regardait que moi, quoi. Mais t'as fait quoi, du coup? Genre, t'as pris une petite caméra et tu... Mais pas du tout. Non, en fait, je travaillais dans un sex shop. Ok. Donc, je faisais le pipe show, le truc derrière la vitre. Ça n'existe plus, je pense, aujourd'hui. Mais j'ouvrais le rideau. Il y avait un monsieur, quéquette à la main, qui avait commandé un show numéro 1, 2, 3, 4, 5. Et, je faisais mon petit show et je refermais le rideau. Et sans interaction, du coup, sexuelle? Sans aucune interaction. Et ça me faisait beaucoup marrer. Parce qu'en fait, je me mettais sur le côté, je mettais ma bûche devant sa tronche et je me branlais pendant 10 minutes. C'était cool. Et il y avait des acteurs et des actrices pornographiques qui venaient dans ce sex shop faire des spectacles de couple. Okay. Et en discutant, machin, en allant les regarder des fois par curiosité, ils m'ont proposé de faire des photos. Ces photos ont atterri chez Hot Vidéo qui m'a fait un article.
Et Dorcel qui m'a contacté suite à cet article, en disant, on peut tout à fait vous faire tourner. Et je me suis dit, franchement, pourquoi pas, quoi. Ouais, donc en fait, t'as suivi ton feeling et et j'étais mariée à l'époque. Okay. Je m'étais mariée avec mon premier, tout était cool. Il m'a dit, de toute façon, si on fait pas chacun nos trucs d'adultes, on va rester des gamins. Il m'a dit. T'as archi cool. J'adore cette phrase. Homme capable. Homme capable, clairement. Donc c'était cool, mais c'était complètement asexué au final. Moi, j'ai pas eu le sentiment d'aller faire une relation intime. J'allais faire une espèce de spectacle. Ouais, ça en fait. Voilà, et c'était chouette. La continuité d'un truc que t'avais déjà commencé. C'est dans le temps, plus je suis restée dans le métier, plus ça a commencé à devenir un truc un peu du droit commun, quoi. Le porno a débarqué sur Internet et sur les réseaux. Et là, ça a commencé à se répercuter sur ma vie quotidienne, mais pendant longtemps, en vrai... Mais justement, est-ce que tu as déjà, du coup, regretté parce qu'on te faisait trop chier ? Non. Non, moi, je ne regrette absolument rien. Parce que tu sais, ça rejoint... Si, de ne pas avoir économisé un peu plus, mais c'est tout. Non, mais ça, on va être mieux organisé par rapport non, mais tu sais, ça rejoint la question que j'ai dit tout à l'heure, en mode le truc de se dire, en fait, je suis parfaitement libre, donc je fais ce que je veux. Si j'ai pas envie d'un mec, machin, mais en même temps, je me sens seule le dimanche soir. Enfin, tu sais, là, c'est un peu genre les moments de faiblesse. Est-ce que, j'en sais rien, un moment, tu te fais harceler, tu te dis, en fait, merde. Moi, ça m'arrive, même des fois, en tant qu'activiste féministe, de me dire, putain, mais en fait, on me fait trop chier, j'aurais mieux fait de me taire. Et 2 secondes après, je me dis, non. En fait, mais on me fait plus chier maintenant en tant que défenseuse des droits des travailleurs du monde de la pornographie. Ouais, pas tous les travailleurs du sexe, mais les gens du porno particulièrement. C'est plus maintenant qu'on va me tomber dessus. Et aussi parce que je suis mère de famille. T'imagines, si tes gamines, elles font ça, c'est un peu plus rude. Les commentaires sont plus difficiles maintenant que quand je me contentais d'être une actrice qui n'avait aucun message à faire passer à part « je m'éclate, j'espère que vous aussi ». Parce que clairement, ma life, c'était ça. Et c'est un peu plus compliqué maintenant parce que je prends la parole et parce que j'ai des choses à défendre. Mais en soi, c'est absolument pas rédhibitoire. Ça ne me fera pas taire. Ok. Nos limites encore. Tessa, toi, à quel moment t'as le déclic de se dire, ok, en fait, je vais me lancer à fond dans ma pratique artistique et je vais pas faire un truc hyper corporate qui est peut-être plus sécurisant, parce que je pense que toutes les 4, on a aussi en commun de pas travailler forcément en 9-17 et d'avoir un truc qui je travaille de nuit à l'hôpital, je suis infirmière. Oui, mais c'est pas je veux dire, c'est pas le truc de bureau justement, tu sais, 9-17 machin, tout ça, quoi. Ouais, enfin c'est quand même très chronique, hein, comme travail. Ouais, mais alors j'ai beaucoup d'infirmières dans ma famille, c'est pour ça que je dis ça. J'ai l'impression qu'en fait, tu sais, t'as de ce côté où genre c'est pas que c'est pas cadré au niveau horaire, mais tu sais, où en gros t'as un truc genre, enfin c'est pas un travail classique au sens où tu sais, c'est pas classique. Il y a l'humain, c'est jamais pareil. C'est ça, en fait, tu vis plein de choses hyper fortes et du coup tu ramènes ça à la maison. Enfin, c'est un truc qui s'arrête jamais aussi, tu vois. Donc c'est mais par rapport à la vie d'artiste entre guillemets, où je pars en tournage 3 jours, je rentre chez moi, je repars à Hawaï, Los Angeles, Miami, bon, c'est quand même. Et il y a des moments d'ailleurs où du coup ça s'est chevauché les deux vies. Bien sûr. Sans mauvais jeu de mots. Bien sûr. Et donc tu travaillais la nuit et tu tournais la journée ? Non. Quand j'étais aide-soignante, j'ai repris un peu les tournages. Et quand j'étais au tout début à l'école d'infirmière aussi, je suis retournée un peu sur les tournages en tant qu'actrice, mais de manière très épisodique, très momentanée. Par contre, je réalise et je produis des films tous les ans, même en ayant mon job à côté. Parce que ça prend du temps quand même de réaliser. Ouais, mais je pense que j'aurais plus de mal à aller faire mon job d'infirmière si je n'avais que ça. Ah ouais. Et le fait d'y aller par choix, parce que j'aime ce que je fais, et pas d'y aller juste parce que c'est mon métier, il faut que je me paye, il faut que machin, il faut que bidule. Ma pratique infirmière est beaucoup plus libre et je me sens beaucoup plus à l'aise auprès de mes patients. Je suis pas contrainte en fait. En fait, je suis jamais contrainte. Ah, mais c'est un très beau métier. On salue. C'est tellement on salue cool. les infirmières. On salue bien sûr. Ma maman, toutes ses copines qui nous écoutent. Non. On les salue. Parce que c'est un métier. Ma tante aussi. Enfin bref, on les salue toutes. Ouais. Voilà. Tessa. En fait, je me suis pas posé de questions encore une fois parce que c'est ce qui m'a toujours animée. Donc en fait, je me suis dit, pareil, je veux pas regretter. Alors j'ai commencé par mettre le pied dans le milieu musical et ça s'est enchaîné assez vite, si je puis dire. Mais alors je suis personne et je suis nulle part encore, mais j'ai un chemin à faire. Et non, je suis ici déjà avec vous. Mais ouais, non, je me suis jamais posé de questions parce que je ne sais faire que ça. Donc en tout cas, y a même, tu vois, il y a un truc où c'est tellement moi que il y a pas de. Par contre, très perfectionniste et autodidacte assez jeune. J'étais dans une indépendance assez intense quand j'étais au lycée. Et puis après, très vite, j'ai mis le pied
j'ai rencontré Synapson, Jabberwocky. Ça m'a permis de me former scéniquement. C'était génial. Et d'avoir les armes après pour essayer de composer, de faire mes propres chansons que j'ai faites à Montréal à l'époque, les premières. Et puis, il y a 2 ans, je me suis réveillée, je me suis encore dit non mais Marine, c'est pas possible, Tessa, c'est pas possible, tu ne peux pas te freiner à ce point-là quant au jeu, en fait, parce que j'avais commencé par faire une formation théâtrale avant de faire de la musique professionnellement, et en fait j'ai lâché un peu malgré moi, et puis parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles je me suis freinée toute seule, et plein de gens aussi, des petites phrases qui te restent, et tu dis bah non mais évidemment, c'est pas, je peux pas faire les deux. Donc je ça peux pas joué aussi tout ce qu'il y avait autour. Oui quand même, ouais. Et puis en fait je me suis dit allez go, donc je suis retournée dans une sorte de dynamisme où je voulais me reconfronter à moi, mon jeu, et en fait savoir ce que je valais, parce que c'était bien beau d'avoir une utopie et un rêve de ce milieu-là auquel j'avais déjà un goût bien quand sûr. Même, mais et un rapport à la scène, tout ça, mais je savais pas concrètement ce que je valais, et si je valais, enfin je sais toujours pas si je veux quelque chose, enfin je sais que mon rapport est important et qu'il est vrai, en tout cas pour moi. Et donc l'idée c'était de savoir si je pouvais le partager aux autres. Et je me suis rendu compte que ouais, en tout cas je me sentais à ma place. Et donc voilà, c'est tout frais. C'est-à-dire que je me sens profondément comédienne, mais personne ne le sait encore. Parce que j'ai pas encore beaucoup joué et tout, mais on en avait parlé, on en avait discuté aussi, voilà, parce que c'est des discussions qu'on avait déjà eues toi et moi, et c'est une très belle sortie du placard de comédienne. Ouais. Voilà, donc maintenant vous connaissiez Tessa B, la chanteuse, vous connaissiez Tessa B. Est-ce que tu vas t'appeler aussi Tessa B en tant que comédienne? Oui, ouais. Ou est-ce que tu vas utiliser un autre Tessa B, B-A-E. Ok, voilà. Tessa B. Ouais. Comme ça, on ne change pas de prononciation. On reste dans le même... Camille, bon, toi, le déclic, tu l'as déjà beaucoup raconté, mais tu vas le raconter. Comment on passe de la cuisine à lancer Je m'en bats le clito? Et est-ce que tu as déjà regretté, même si je te connais, comme à mon avis, je connais déjà la réponse, où tu vas me dire, bah non, c'est bon. L'imitation tellement douteuse de ma personne. Tu parles pas du tout comme ça en plus. Ça, c'est... Non, alors déjà on se détend. Non, le déclic. Mais déjà, la cuisine, c'est déjà un bon déclic, parce que moi, je viens quand même d'une famille de diplomates, inspecteurs, inspectrices de l'éducation nationale. Donc, en fait, on était plutôt partis sur l'hypocagne et pas tellement sur... Du coup, ça vous chauffe les oignons confits? Et pourtant, j'ai suivi ma passion que j'ai depuis 5 ans, et je voulais faire partie des grandes chefs étoilés de ma génération. Donc, j'intègre Ferrandi et je suis formée par tous ces chefs triplement étoilés. Et à la fin de mes études, je lance ce compte Insta. Et le déclic, c'est une conversation qu'ont mes 4 potes masculins. Et ils racontent franchement n'importe quoi sur comment faire genre une femme. J'ai 21 ans à ce moment-là, et je me souviens avoir été complètement ébahie et complètement effarée face aux conseils qu'ils pouvaient se donner, et à quel point à la question comment faire jouer une femme, jamais n'arrivait la réponse lui demander ce qu'elle aime. Et donc j'ai lancé mon compte Insta comme ça dans la foulée, en disant en fait vous m'avez saoulé, je m'en bats le clito, et une volonté aussi de se réapproprier la langue française, que ça passe par les insultes ou par les expressions, avec le constat de il y a une première violence qui commence quand on nous dit en CP le masculin l'emporte sur le féminin, et ensuite ça continue, et ça va aussi à quel point on t'explique que t'es un bonhomme, avoir des grosses couilles, et qu'en fait c'est un jargon qui est pas du tout approprié à ce que j'avais entre les jambes. Et donc je lance cette page Insta, et c'est ce qu'on appelle un buzz, et je touche du bois. Et le déclic, et très vite j'ai arrêté la cuisine, moi, 5 mois après, et c'est vrai que je crois que je me suis posé la question de mais du coup est-ce qu'il faut que je reprenne des études peut-être de com, une demi-journée. Ah ouais. Mais je pense que t'as... Ouais. Et après, je vais monter ma boîte très rapidement, mais sans me dire que je voulais devenir entrepreneuse. Moi, c'était en fait... c'est par ça c'est le process par lequel il faut passer pour pouvoir facturer. C'était plutôt ça le sujet. Après, je pense que j'ai toujours profondément été... Il y a quelque chose de très J'ai monté ma boîte sur un coup de tête aussi, comme ça. Je suis arrivée chez Canal avec le scénario d'un film que je voulais réaliser. Je dis, mais alors, qui te produit? J'ai dit, moi. Et le lendemain, j'avais appelé tous les avocats de Paris, il me faut une société. Moi, c'est pareil. Et du coup, ma société, c'est une boîte de production pour justement, à un moment donné, pouvoir produire aussi si je veux. Et c'est vrai que je me suis pas trop posé de questions. Et souvent, on se pose, et ça, c'est très français, j'ai l'impression, c'est vis-à-vis du secteur. C'est-à-dire que moi, je suis passée de la gastronomie française à ce qu'on appelle être leader d'opinion, avec vraiment une grande partie d'autrice. Et donc, très vite, on te dit, mais est-ce que du coup... faut pas que tu reprennes des études pour apprendre à écrire, ou pour apprendre à communiquer, ou pour apprendre à ceci ou cela, ou même des études de sexologue, ou mais attends, tu veux monter ta boîte. Et en fait, moi, j'ai toujours eu cette vision-là qui est de l'ordre de quels sont les skills, quelles sont mes zones de génie. Et en fait, en sortant de restauration et de 4 ans de gastronomie, tu comprends que ok, tu sais manager, tu sais gérer une équipe, tu sais te positionner par rapport à la hiérarchie. Oui, t'as du goût, parce qu'en fait, pendant 4 ans, t'as étudié les tendances, et qu'en fait, t'as dû proposer des plats
que tu as une certaine notion de l'attractivité parce qu'en fait tu as dû bosser dans des restaurants où l'enjeu c'était que ton plat fonctionne et qu'il y ait des clients tout le temps. Tu as de l'endurance parce qu'en fait littéralement tu as bossé 19 heures par jour, tu sais travailler dans un environnement de pression, et donc je me suis dit en fait je peux être entrepreneuse. Je me suis jamais dit est-ce qu'il faut, et très vite cette vision des zones de génie, c'est pas du tout pour dire je suis brillante dans certains trucs, c'est plutôt le fait de se dire j'ai pas du tout l'intention de monter en compétence, je vais plutôt m'entourer des personnes qui ont des zones de génie complémentaires. Et c'est à ce moment-là qu'arrive du coup la volonté de s'entourer, donc attaché de presse, agent, avocat, peu importe, mais non, je ne sais pas relire mes contrats, je ne sais pas les négocier. Par contre, j'ai une Clara Benjamin qui travaille avec moi et qui adore faire ça à longueur de journée et qui sait très très bien le faire. Donc mon enjeu, et ça fait vraiment partie de mon éducation, c'est comment est-ce que mes parents m'ont toujours dit focus-toi sur ce que tu sais très très bien faire, le reste tu t'entoureras de gens qui sauront le faire. Bah oui. Il y a quelque chose quand même de très très instinctif chez vous trois, et j'espère que pour les personnes qui écoutent, c'est quelque chose d'inspirant aussi. Et vous êtes toujours dans le tunnel, et je veux parler avec mes merveilleuses invitées qui ont eu, comme vous l'avez vu, 1000 vies, mais qui se sont toutes très bien enchaînées en fait, et qui ont réussi à vivre avec une grande liberté finalement, malgré les injonctions, etc. En fait... pouvoir juste être qui elles ont envie d'être. Et je voudrais revenir sur cette histoire, parce que Camille, t'as pas répondu à la question. Est-ce que t'as déjà, toi, regretté tes choix de vie, la notoriété aussi, par exemple, parce qu'on te faisait trop chier, ou parce que finalement, t'avais l'impression de perdre des choses? Ah non, jamais. Ah non, j'ai jamais eu l'impression d'avoir voulu peut-être faire autre chose, ou d'avoir voulu faire autrement non plus. Non, je sais pas, j'ai 26 ans et j'ai l'impression déjà d'en avoir 45 presque. Tellement ouais, non, donc non, j'ai jamais regretté, et au contraire je suis très très fière de ce que je fais et de la façon dont je le fais, et de du coup cette volonté, presque cette mission de vie de je veux avoir un impact positif sur la vie des femmes à court terme vis-à-vis de leur intimité. Ça délivre, ça marche, donc non, je ne suis que fierté en tant que femme. J'entends très peu de femmes dire qu'elles sont fières de ce qu'elles font ou réussi à créer. Donc non, ça retèque moi-même. C'est vrai qu'on pourrait parler de l'injonction aussi à l'humilité qui est faite aux femmes en permanence. Une femme qui sait juste ce qu'elle vaut, qui se minimise pas, on va dire elle se prend pas pour de la merde. Non, je me prends pas pour de la merde, je suis pas une merde en fait, tu vois. Voilà. Cette phrase revient souvent. Tu sais, c'est en mode ouais, ok, elle est fraîche, elle est intelligente, elle est ci, elle est ça, mais elle se prend pas pour de la merde. Mais quel est l'enjeu de se prendre pour de la merde en fait, pardon, hein. Ouais. Oui, mais t'as un truc où quand même où les gens aiment bien les meufs qui se sentent pas très bien dans leur peau, qui sont discrètes. Elle sait pas qu'elle est belle. C'est ça qui la rend belle. Attends, je vais envoyer un texto. C'est fou, quoi, tu vois. Mais non, mais oh là là, moi ça m'énerve ça. Est-ce que vous avez déjà essayé de répondre à un harceleur de rue qui te dit t'es trop fraîche? Merci. T'as vu comment ils réagissent? Merci, moi, merci, je sais. Je sais, merci, tu vois. Oui, ça je le dis, ouais. Pètent leur tête. Ouais, je sais. Après, il y a un vrai... Moi, je suis grande. Il y a un vrai sujet. Je suis grande, j'ai des grandes épaules, je mets souvent des talons. Donc il y a un vrai sujet dans le harcèlement. Je dis pas que du coup je risque moins que les autres, mais c'est vrai que face à... Il y a un côté plus imposant. Ouais, et complètement. Et du coup, je pense que ça a peut-être joué. Ah, bien sûr. Mais oui. Après, c'est vrai qu'il y a plein de moments, notamment dans le harcèlement de rue, où je me suis dit, bon, je suis prête à me faire casser la gueule, au pire. Ouais. Ça fait partie des possibilités que j'ai envisagées, mais il y a trop de moments où le fait de pas répondre, c'était trop inenvisageable pour moi. Et, bien sûr. Et c'est des embrouilles, mais face à quelqu'un qui t'insulte, ouais, bien sûr. ou qui te menace, ou qui te... mais j'admire, je suis au stade où j'admire les personnes qui arrivent à dire non, là c'est trop dangereux pour moi, c'est pas un sujet, on passe à autre chose. Ah bah non, moi justement, j'admire l'inverse, les gens qui vont parler. Parce que moi j'ai tendance à ignorer et à fuir le conflit, quoi. J'arrive pas, moi. En fait, moi je trouve qu'il y a vraiment deux écoles là-dessus. À Bordeaux, on n'a pas ce problème, je suis désolée. Sorry, I can't relate. Bordeaux, ça va, par contre, Toulouse. Oh là 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 là. Ah, moi, à Bordeaux. Toulouse, c'est une catastrophe. Enfin, moi, je connais très bien les deux villes, du coup. Ah ouais, Toulouse, c'est une catastrophe, quoi, le harcèlement de rue. Moi, des fois, on me dit que Paris ou BX ou Bruxelles, il y a du harcèlement. Oui, mais Toulouse, c'est... Après, il y a un truc culture du Sud, machin, tout ça. Il fait chaud, on est tout le temps dans la rue, machin, mais enfin... C'est délire. Je dis pas qu'il fait pas chaud à Paris, mais bon, vous m'avez compris. Hein. Quelle est la pire critique sans transition qu'on vous ait faite vis-à-vis de vos activités, vis-à-vis de tout ça? Tu parlais par exemple du rapport à la maternité. C'est pas un métier. Ça, on me l'a dit. C'est pas un métier. Tu te lèves, t'as une mission, t'as un contrat, t'as un salaire, c'est pas un métier. Quand est-ce que tu vas trouver un vrai travail? Ah, le vrai travail. Le vrai travail, le fameux avec des compétences, parce que les aptitudes, ce n'est rien. Donc le vrai job. Et avec un bureau et un clavier et un cahier pour écrire. Voilà. Téléphone. Voilà.
C'est ça, toi, la pire critique qu'on ait pu te faire par rapport à ton activité ou par rapport à toi? Non, il y a ce truc de tu ressembles, enfin, t'as pas d'originalité, t'as pas d'authenticité physiquement. Mais ça, c'est triste qu'on te dise ça. Et on t'a déjà demandé, on t'a déjà suggéré concrètement. Surtout que j'étais déjà signée, c'est-à-dire que c'est des gens avec qui je travaillais qui disent ça. Ouais, je crois que c'était sur les réseaux sociaux. Non. Et on t'a déjà proposé à 20 ans, tu prends cette remarque alors que t'es en train de discuter. Qui a le droit de dire ça à une gamine de 20 ans, quoi. Après, c'était sur le ton de l'humour. Et même. C'est pas drôle. Tu l'as non, dit, c'est pas drôle. Non. Bah oui. Mais ouais, il y a un petit tapis musical qui arrive. Il y a une musique très qui va venir après. Très sympa. Mais c'est vrai que c'est. Donc ça a été. C'est assez fou en fait. Enfin, t'es déjà signé. On te prend déjà parce qu'on aime ta musique et que potentiellement on aime la personne que tu es. Enfin, il y a un truc. Mais surtout que c'est vraiment une phrase après qui te reste en tête. Ça fait relation toxique, surtout, je trouve. Dans le domaine je travaille plus avec eux. Est-ce que maintenant tu as trouvé des gens avec qui travailler qui sont simples? Oui, non. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Sur le fait, en fait, d'être exactement qui on veut et de réussir à articuler la liberté et le bonheur. Parce que finalement, moi, ce que je ressens là dans toutes ces discussions qu'on a eues depuis tout à l'heure, c'est que toutes les trois, en fait, vous en tapez un petit peu finalement. C'est un peu, j'ai envie de faire ça, je le fais. Et ça me rend heureuse, donc je le fais. Et c'est assez inspirant, je dois dire. Parce que je me doutais avec les profils qu'on allait avoir ce genre de discussion. Mais là, je trouve ça particulièrement... ça ressort particulièrement. Et du coup, j'avais écrit des trucs genre le fait qu'on a besoin de toute une vie pour se trouver, Mais en fait, j'ai l'impression que... vous n'êtes même pas posé la question de vous dire est-ce que je me suis trouvée? C'est juste... Puis ça va peut-être changer demain. Et puis, ouais, juste on est, quoi. Mais c'est ça, en fait. C'est fluide, l'identité. On peut faire ce qu'on veut. Mais dans mes questions prévues, il y avait est-ce que vous êtes déjà qui vous voulez être? Mais en fait, vous êtes qui vous voulez être aujourd'hui et vous verrez bien demain, quoi. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Comment l'enquise. Du coup, ok, donc voilà. Des conseils, du coup, pour les personnes qui nous écoutent, que ce soit des meufs ou des mecs. N'ayez pas peur des femmes qui sont ce qu'elles veulent. Vraiment. Mettez des capotes sans négocier. Sans les enlever en cachette. Et sans les enlever en cachette. Il y a beaucoup de négociations, tu penses? Pour la capote? Statistiquement. Je sais pas, on pourrait demander. Hein. Mais tu vois, quand tu fais du porno, la question se pose pas. Ils s'en mettent une directe tellement ils ont peur de toi. Elle va me mordre le gland. Alors qu'on est surtesté, etc. Mais oui, c'est ça, c'est beaucoup plus safe une actrice porno qu'un mec déconstruit, je sais pas quoi, tu vois. Je continue à envoyer des balles, je suis désolée pour les auditeurs. C'est les journalistes un peu comme ça. Mais méfiez-vous en vrai des personnes qui la jouent très féministe et tout machin. Non, mais c'est... Non, des blazes. Non, mais en vrai, c'est une discussion que j'avais hier sur la dualité qu'il peut y avoir entre des milieux où finalement les mecs sont des gros machos et en fait limite on sait que c'est des gros cons, donc il y a zéro attente, et à côté des milieux où les mecs vont beaucoup plus même la jouer féministe, parfois même avoir lu des livres et tout. Mais oui, j'avoue. Tu vois, moi j'ai pas de préjugés en fait. Je peux rencontrer des mecs qui ont l'air d'être d'un milieu où ça passera pas du tout et en fait ça se passe super bien, donc non, mais c'est pas dans ce sens-là que je veux dire, c'est qu'en fait là dans les nouvelles générations, même dans les gens plus jeunes que nous et tout, c'est eux qui utilisent ça. T'as un truc où t'as l'impression qu'il y a vraiment des mecs qui arrivent et qui en fait ils vont tellement te dérouler une liste de beaux arguments qu'ils arrivent limite en mode je suis labellisée féministe donc je peux forcément qu'être un mec bien, et en fait potentiellement c'est eux qui vont faire des dingueries pas moins que les autres finalement. C'est comment est-ce qu'ils ont compris quelques codes et quelques mécanismes et que du coup ils en profitent pour tu vois. Il y a toute une génération comme ça qui arrive. Shit. C'est ça en fait, une génération qui sait exactement de quoi elle parle et quel vocabulaire. Ils ont le jargon. Et tu vas juste en fait te faire ghoster en écriture inclusive, quoi, tu vois. Écoutez, vous allez. Putain, merde. Louder. Camille, elle note pour le prochain. Faut aller chercher les hommes mûrs. Les hommes mûrs. Là, t'as des conseils à nouveau pour les personnes qui nous écoutent. Vas-y. Les hommes mûrs, quoi. Faut aller vers des hommes qui ont fait leur chemin, qui ont rien à prouver, qui ont appris avec le temps à se détendre un petit peu, quoi. Parce que moi, j'ai tendance à avoir le truc inverse. En fait, alors, mes parents disent que je suis une grosse réac quand je dis ça, alors que je trouve que c'est l'inverse, mais bref.
moi, j'ai tendance à être un peu contre les différences d'âge de façon générale, pas au cas par cas évidemment, mais au sens où je trouve qu'il peut parfois y avoir quelque chose qui peut relever facilement d'une emprise en mode j'ai beaucoup plus d'expérience de vie que toi, je vais t'apprendre. Mais la vie, l'inverse total. Un mec de 50 ans qui se maque avec une gamine de 20, clairement, elle a le dessus, quoi. Ah ouais. Bah parce qu'elle est un peu le petit cul frais, la chance de sa vie, sa bouffée d'oxygène, on va pas se mentir. Et le mec, il devient une merde. Ouais, elle a ce pouvoir-là. Mais évidemment, et puis elle est tout à fait consciente du pouvoir qu'elle a. Donc non, la différence d'âge, c'est pas le rapport domination que t'imagines. Tu parles d'un petit chèvre, d'un petit fromage, un petit chavignol, un petit crottin de chavignol. J'ai eu une image de Saint-Mauré devant les yeux. Tu vois, le truc, ça m'a donné faim. un petit cul frais. un petit cul frais sur une petite tartine. Allez, vous mettez un petit cul frais au frigo. Mais moi, je pense que les gens d'expérience, hommes ou femmes, c'est quand même souvent des gens, bon, à part les gros cons qui ont vécu toute la vie dans leur monde, complètement fermés à tout ce qui se passe autour. Bien mais de sûr. manière générale, les gens qui ont un certain vécu, c'est quand même plus cool d'avoir des conversations avec eux, de débattre, d'échanger, de partager, que le savoir, il est fluide, quoi. C'est quand même plus cool, quoi. Ok. Non, c'est vrai que je vois pas les choses sous cet angle-là. J'ai vraiment ce truc en tête. Écoute, C'est un fais-toi peu- un daron et on parlera après. En fait, il y a mes parents qui écoutent, donc je peux pas. Tu vois, il y a tout Instagram, toute la vie même. Tu sais. Dans ma commu, tous les s'il mecs faut- de plus de 50 ans, ils vont venir t'écrire. Non, mais s'il faut même, tu sais qu'à côté, comme je fais un peu de politique, je tiendrai pas à ce qu'on me le ressorte sur des plateaux télé. Mais donc, je ne vais pas annoncer Elle est sur ce terrain-là. mes histoires perso. Mais c'est vrai que non, j'avais un peu cette image en tête, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi comme autre point de vue. Tu sais, j'avais beaucoup le cliché de genre certains acteurs qui t'expliquent que eux, ils ont 55 ans, 60 ans, On parle ils d'acteurs. ressemblent plus à rien. On parle Et ils sont d'acteurs. là. Non, moi, je veux que des meufs de 20 ans. C'est pas des mecs lambda. Ouais, C'est des mecs oui, qui c'est vrai, vivent c'est avec vrai, l'image c'est qu'on vrai, leur c'est vrai. renvoie d'eux. C'est vrai, c'est vrai. Ils ne c'est vivent vrai. qu'à travers les autres. Leur identité, elle est purement collective. Ils n'ont aucune identité individuelle, ces C'est mecs-là. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il y a Non, un biais ouais, énorme. C'est vrai. Non, c'est vrai. Tu as raison. Je vais peut-être changer un peu mon fusil d'épaule La perspective. sur ce sujet-là. C'est vrai. Parce que bah oui, bah, ça m'arrive. Hein, Et quand la même. politique alors Ça m'arrive. Non, mais je veux dire de changer d'avis parce que c'est vrai que j'avais vraiment ce truc en mode il faut protéger les meufs dans cette société et du coup potentiellement les mecs plus âgés qui peuvent beaucoup mieux parler, etc. peuvent les mettre en danger. Mais en vrai, la vérité c'est qu'on peut quand même être en danger partout, donc autant faire un peu ce dont on a envie. Et finalement. oui. Tessa, toi, t'aurais des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent? Franchement, non, j'essaie de m'en donner à moi-même déjà des conseils, donc en donner aux autres, je dirais lâcher prise, parce que lâcher prise, ça veut dire... c'est pas facile à faire, mais ça apporte tellement de choses. Et là, je parle dans mon prisme de la chanson et tout, mais ça apporte de la spontanéité et de l'émotion, et voilà. Je dirais que c'est ça. Donc tu dirais go with the flow. Exactement, un lâcher prise. Je l'ai dit un peu en anglais pour qu'on ait une portée Go with the internationale flow. sur cette émission. Camille, un petit conseil pour nos auditeurs et nos auditrices. Ouais, dans la mesure du possible, aller voir des psys. Ah, Ah oui, ça c'est pas mal aussi, ouais. Voilà, ce sera ça mon et conseil. oui. J'ai fait un N'ayez pas mème peur. récemment sur le fait que les filles finissent très très souvent chez les psys à cause de garçons qui ne sont pas allés chez les psys. Après, plus globalement, c'est beaucoup de personnes qui vont chez le psy à cause de personnes qui ont décidé de ne pas y aller. hein. Exactement, Enfin, c'est- exactement. Donc Ouais. allez voir des psys, déjà pour vous, et puis pour les gens autour de vous. Donc je dis bien dans la mesure du psy parce qu'il y a quand même un sujet économique. Mais Mais il faudrait, on demande ce soir solennellement au gouvernement de rendre les consultations chez le psy gratuites. Voilà. Remboursé par la Sécu, les psychologues. Demain, il y a une ça peut être réforme, hein. C'est sûr. mais alors toi, Non, mais, non, ouais, mais aller c'est- voir des psys, c'est ça mon conseil, moi. c'est vrai ce que tu dis et que tout le monde y aille et qu'il n'y ait pas de... comment dire? Parce que je me suis permis une remarque genrée là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a moins le tabou quand même chez les femmes d'aller chez le ou la psy et de vouloir se confier, etc. Alors que c'est vrai que ça reste parfois beaucoup plus instable chez les hommes en mode bah non, en fait on est des bonhommes. On en avait beaucoup parlé lors d'une émission sur la santé mentale avec Anissa, Kalika et Sams.
sur le truc que non, en fait, les hommes, c'est des bonhommes, donc ils doivent pas aller chez le psy parce que sinon, c'est comme si ça leur enlevait quelque chose finalement. Non, mais ils vivent avec l'injonction d'être fort tout le temps, bien sûr. l'injonction d'être joli. Mais bien sûr, c'est pas pas petite chose aussi. Mais ça leur c'est fait éducationnel aussi. Hein. Mais là, on a parlé ce soir énormément des dictates qui sont imposés à la femme et des injonctions qui pèsent sur elle. Et le truc d'être une meuf comme il faut, en fait, non, on va juste être des femmes comme on veut. Mais quand on parle de sexisme, et c'est là que je trouve important de rappeler vraiment la définition du féminisme telle que dite au début sur, en fait, c'est juste vouloir l'égalité totale entre hommes et femmes. Le sexisme coûte aussi aux hommes. C'est-à-dire qu'il y a des taux de suicide beaucoup plus forts chez les hommes. Il y a des taux aussi de marginalisation de la société beaucoup plus forts chez les hommes parce que les hommes n'osent pas forcément demander de l'aide et parce que dans la culture masculine, entre guillemets, il n'y a pas ce truc d'aller parler à ses potes en mode frérot, je me sens pas très bien là et tout. Ils vont à la limite le faire auprès de copines meufs s'ils en ont. S'ils arrivent à voir les femmes autrement que très sexuellement, parce qu'encore une fois, il y a une injonction à être un énorme baiser. Mais comme on n'est pas des psys gratuites, allez voir des psys. Exactement. Je pense qu'on a Tessa qui est en train de boire de l'eau pour son live qui s'annonce. Camille qui est très contente de ce live. Ah, moi j'ai trop hâte. Tu viens faire mes cœurs ? Allez. Non, même pas Allez, du tout. si. Le refrain, il est assez facile à retenir. Non, mais je vais te foirer ton... Mais pas du tout. Ça faisait un peu de fun, un peu... Je vais pas te foirer ton live. Vas-y, profite de ton moment, là. Allez. C'est ton moment, effectivement. Non, en mode, non, tu bouges pas, toi. Tu peux, mais Camille, tu peux y aller. Hein. Franchement, Camille, je ne serais pas étonnée que d'ici un an, tu nous sortes un EP sorti... Mais je chante pas, moi. Hein. Comment il s'appellerait ton EP si tu sortais un EP ? Vas-y, comme ça, repars. The Clit Song. Ma chatte. Ma chatte. Tout simplement. Je passerai pas à la radio. Parce que la chatte, c'est pas très beau. Non, je sais pas quoi. Je l'appellerai Patriarcat Caca, peut-être. Ah ouais, mais... Non, en vrai, je ne ferai pas d'EP. Pas Mais parce que je ne chante. Mais je sais pas chanter, moi. Vas-y. Mais tout à l'heure, elle a lâché une note assez intéressante en vrai. Je lui ai dit, tu chantes ? Elle m'a fait une. Mais t'es sérieux ? On a un futur manager dans la pièce. Non, mais je suis hyper flattée, mais pour le coup, non, quoi. Enfin, je chante sous ma douche, quoi. Mais si, t'as fait un mi mineur, t'es la meuf relou. Est-ce qu'on proposerait pas à Camille une scène bientôt Tu l'invites en première partie. Mais pas du tout, non, mais surtout pas. Quand tu viendras faire Forêt Nationale à Bruxelles. Ah là 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 là. Ouais. Tessa, qu'est-ce que tu vas nous chanter ? Je vais vous chanter. Alors, déjà, Ne mange pas le micro, s'il te plaît. J'ai mangé le micro. La meuf va se casser une dent. Je vais vous chanter Remia, une de mes chansons que j'ai sortie vendredi. Ouh. Allez. J'essaie de m'installer. Est-ce que tu es bien installée ? Est-ce que tu es prête ? C'est beau ça. C'est parti. Toi, ouais, toi, tu m'as laissé à côté de moi, je ne suis plus qu'un reflet, j'en ai le cerveau retourné, t'as réussi à me mettre à l'envers. Je t'ai dit des tas de mots d'amour, aucun retour et je suis comme en enfer. Quoi ? Tu me veux quoi ? T'as qu'à le dire si tu ne m'aimes plus à l'endroit. Toi, tu ne me veux pas, tu m'assassines à chaque fois que je te vois. Tu me veux quoi ? Tu me veux quoi ? Tu me veux quoi ? Tu ne me veux pas, tu ne me veux pas, tu ne me veux pas. Tu me veux quoi ? Tu me veux quoi ? Tu me veux quoi ? Tu ne me veux pas. Toi, ouais, toi, je t'ai laissé approcher de moi. J'avais juste
juste envie d'aimer. J'insisterai plus, je fais me taire, mais j'aurais bien aimé que tu me prennes à l'envers, à l'envers. Encore un peu de mots d'amour, toujours pas de retour, merci pour la douleur, la colère. Quoi? Tu me veux quoi? T'as qu'à le dire si tu ne m'aimes plus à mon droit. Toi, tu ne me veux pas, tu m'assassines à chaque fois que je te vois. Hein? Tu me veux quoi? Tu me veux quoi? Tu me veux quoi? Hein? Tu ne me veux pas, tu ne me veux pas, tu ne me veux pas. Ah, quoi? Tu ne me veux pas. Mais cette voix, La voix. tu chantes encore mieux que Camille. C'était incroyable. Est-ce que tu peux redire à nos auditeurs le nom de ce titre qu'on vient d'entendre sur Move? C'est un titre qui s'appelle Remia. Ça veut dire aimer à l'envers. Tu retournes. C'était Tessabé, que vous pouvez suivre sur les réseaux @tessabemucho. Je vais vous laisser chacune un petit peu faire un mot de la fin. Camille, peut-être revenir sur ce qui t'anime actuellement, la sortie de ton livre. Oui. Vous avez 30 secondes chacune, comme vous le voyez, il nous reste que 3 minutes. Eh bien, je viens de sortir un livre qui s'appelle Les mots du cul. Qui est très drôle. Qui est avant tout très drôle et qui propose une vision du cul qui est avant tout joyeuse, qui déconstruit et vient compiler toutes les expressions autour du sexe qu'on n'a pas l'habitude de faire rentrer dans des dictionnaires. Donc ça va de faire du sale à en katchana, à avoir la bite, avoir la chatte en feu, une bite de cheval, toutes les expressions. Je les explique, je les définis pour la première fois. Et puis j'explique aussi pourquoi pour la plupart elles sont problématiques et je propose et j'invente tout un tas d'autres expressions pour mettre des mots sur nos réalités et se sentir moins seul. Donc c'est un livre à lire à deux, c'est un livre à offrir, c'est un livre à poser dans ses toilettes et à lire à peu près 10 minutes par jour. Mais c'est avant tout un livre je l'ai pensé pour que ce soit un peu un doudou. Donc je suis contente des premiers retours que j'ai parce que c'est vraiment l'effet que ça fait. J'aurais pu écrire chacune des pages et en plus de ça j'ai l'impression de t'entendre quand je lis, donc voilà. Oui, foncez à acheter Les mots du cul. Mais il est bien construit, il y a beaucoup de toi aussi dedans, donc je pense que toutes les personnes qui te suivent te reconnaîtront dedans, ouais. Et toutes les autres seront contentes de te découvrir. Lisa, est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose à Bien annoncer? sûr, si vous avez plus de 18 ans, mon dernier film vient de sortir sur Canal+. Ça s'appelle Ménage à 3 ou plus. Et je me suis amusée à faire, à défaire et à mélanger des couples. C'est la première fois que je traitais du sujet du couple et je me suis bien amusée. Mais j'ai vu les bandes annonces et les trailers, il a l'air hyper drôle en plus. Ouais, moi c'est toujours un peu drôle, ouais. En même temps, on n'est pas les meilleurs comédiens du monde, donc autant qu'on se marre. Ouais, mais franchement, c'était... ouais, il est drôle et pour une fois, on me reprochera pas ça. Il y a vraiment énormément de scènes de cascade et tout le monde s'est beaucoup amusé. Et ben pour te suivre, pareil pour tes projets, @Lisa Del Sierra off. Exact. Et je te laisse le mot de la fin après cette merveilleuse chanson, Tessabé. Merci. Des sorties au compte-gouttes tous les 2-3 mois, prévues là jusqu'à l'été prochain. Donc j'ai hâte, donc soyez alertes. Et puis jouer, c'est ce que je me souhaite moi-même. C'est ce qu'on te souhaite. Écrire, jouer, travailler en collectif, kiffer quoi. Bah, c'est ce et je suis ravie de vous avoir rencontré. Vous êtes très inspirante et je suis très admirative de voilà. Mais c'est ce que j'allais dire. Ce que vous êtes. La manière dont vous assumez, c'est très beau. Il y avait vraiment le besoin d'une forme de liberté qui souffle ce soir. Et franchement, je suis très personnellement comblée de ça. Je vous remercie pour cette émission. Je remercie également toutes les personnes qui ont écouté. Je vous dis à la semaine prochaine.